Chers auditeurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire de gestion de crise Wedgie. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette saison et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Johnny Deviné. Bonjour et bienvenue sur Wedgie, le podcast entièrement dédié à la gestion de crise. Bonjour. Alors, je vais juste te présenter très rapidement pour nos auditeurs. Donc, tu es professeur de géographie à l'Université d'Avignon depuis plus de 10 ans maintenant. Tu as réalisé un doctorat en géographie et tu t'intéresses particulièrement au domaine de l'analyse spatiale, de la géographie des risques, de l'alerte à la population et de sa modélisation. Je vais juste revenir sur tes projets en cours. N'hésite pas à m'interrompre si jamais ça ne va pas. Entre 2017 et 2021, tu as été le coordinateur d'un projet européen Co-Restart sur les réseaux sociaux numériques et les smartphones, les leviers pour accroître la résilience face aux risques naturels en territoire de montagne, qui a pu être financé par des subventions européennes. Tu as été également co-responsable avec Mathieu Perroche du projet Tassoma sur l'optimisation spatiale de l'alerte tsunami en Méditerranée. Également coordinateur du projet Cap Alert sur quelles bonnes pratiques en matière d'alerte à la population en dehors de la France. Et ce projet-là a été financé par le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est très intéressant, toutes ces recherches ont vraiment une finalité opérationnelle. C'est un élément fort dans l'ensemble des différents projets de recherche que tu mènes. Et on peut y retrouver de nombreux acteurs. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à la gestion des risques et des crises avec ton parcours à l'origine un peu plus axé sur la géographie? Oui, tout à fait. Merci pour cette présentation. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis géomorphologue de formation. Donc, au départ, j'ai plutôt travaillé sur les processus d'inondation rapide en essayant de comprendre les aléas. Et puis, depuis que je suis arrivé à Avignon, j'ai élargi mes questionnements, notamment travaillant sur différentes thématiques que tu as rappelées. Et l'intérêt de toutes ces approches, finalement, c'est qu'on est vraiment sur une position de médiation scientifique. On est un peu à l'interface entre des acteurs opérationnels, bien évidemment, mais aussi le cadre réglementaire qui évolue, les besoins des populations, qui est un point important sur lequel on essaie d'améliorer un peu les connaissances en travaillant avec différentes disciplines, et puis des questionnements scientifiques qui sont plus liés à nos questionnements. Donc, je suis géographe, donc l'idée, c'est pas de travailler sur les capitales ou les noms des cours d'eau par cœur, mais justement de voir un peu les effets spatiaux ou les impacts de l'alerte. Qu'est-ce qui a fait dans ta vie, peut-être, ou une expérience vécue qui t'a amené à cette alerte à la population, qui est quand même un domaine très particulier dans la gestion de crise de manière générale? Phénomène à titre personnel en 2017 où il y a eu une explosion de bonbonnes de gaz à une vingtaine de kilomètres de mon domicile. Mais lorsque c'est arrivé, j'avais pas connaissance de cet événement-là et donc on a obtenu finalement des réponses à nos questions sur les réseaux sociaux et ça m'a un peu interrogé sur la nécessité d'aller chercher cette information sur des réseaux sociaux, alors même qu'on n'avait aucune information de la part des institutions, ou en tout cas les premières informations sont arrivées 3 heures après le début de l'événement. Et puis, en travaillant un peu sur ce qui avait été fait dans ce domaine-là, il y a eu aussi d'autres centres d'intérêt, notamment la diffusion d'une fausse alerte à Hawaï face à une menace aérienne en 2018, avec un délai qui questionne, puisqu'en fait, les autorités ont mis 42 minutes à démentir cette alerte. Et puis, à la même période, il y a eu la suppression annoncée des sirènes en Belgique en 2017, suite aux attentats, notamment à Bruxelles en 2016. Donc, tout ça, ça a permis de commencer ou d'alimenter mes premiers questionnements. Et puis, j'ai fait un peu une analyse de tout ce qui avait été fait sur cette question de l'alerte. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé au fil des années et qu'on a acquis une expérience dans ce domaine-là. C'est vrai que là, c'est la crise épidémique de la Covid-19 a pu mettre en avant ces thèmes de gestion de crise, de compréhension, et puis on voit que la clé de la communication est un enjeu important pour comprendre et avancer face à une crise. Mais qu'est-ce qui, en tant que chercheur, du coup, dans ce domaine-là, rend les risques complexes à étudier, notamment?
En fait, les risques sont complexes parce que c'est une accumulation d'éléments qui sont simples à identifier, mais qui rentrent en interaction. Et pour moi, il y a vraiment 4 points qui sont importants. Le premier, c'est la temporalité, puisqu'on sait que les aléas ont des temps d'apparition différents. Quand on travaille sur un tsunami ou un risque industriel ou un risque lié à un acte terroriste ou des inondations, on n'est pas sur les mêmes temps d'apparition et puis de cinétique. Le deuxième facteur sur lequel on travaille, c'est la spatialité. Et en fait, on se rend compte que sur certains territoires, on cumule des risques. Donc, on a bien une coexistence spatiale. Pour autant, ils n'apparaissent pas au même moment. Donc, c'est ce qu'on appelle une déconnexion temporelle. Donc, ce qui nécessite du coup d'avoir une vision globale et multi-risque ou multi-thématique. Le troisième critère qui, pour moi, est important, c'est une question de seuil. Euh, sur les inondations, on le sait, on peut avoir des pluies de plusieurs centaines de millimètres qui tombent en quelques heures ou à différents moments et la prévision, du coup, la vigilance, elle est encore plus complexe. Si je prends l'exemple des crues qui sont apparues dans l'Aude en 2018, en fait, c'est la troisième vigilance orange en 15 jours et donc la première vigilance orange n'est pas à considérer de la même manière que cette troisième vigilance qui, du coup, a généré plus de dommages que la première. Et puis le quatrième point sur lequel on travaille avec toutes les difficultés que cela pose, c'est l'intelligibilité du phénomène, c'est-à-dire que tout le monde a l'idée de ce qu'est un séisme, un incendie, une inondation ou un attentat. On se fait évidemment une image de ces phénomènes-là. Pour autant, lorsque ça survient, on perd parfois les moyens d'analyse parce que la situation, elle est stressante et donc cette situation, elle prend le pas sur nos capacités de compréhension et d'analyse. Et donc, c'est vraiment un travail qu'il faut mener sur le long terme et pas en se disant je fais une campagne de communication et c'est bon, les personnes auront compris le phénomène. C'est vrai que les enjeux liés aux catastrophes naturelles sont complexes parce qu'il y a une part d'incertitude qui est élevée dans ce domaine-là. Mais peut-être quels sont les éléments qui permettent de caractériser une telle catastrophe? Et puis, comment gérer cette forte incertitude et les outils qui existent en France? Pour gérer ces catastrophes naturelles, ou en tout cas pour les caractériser, en France, on a un système qui s'appelle le système CatNat, qui existe depuis 1983 et qui permet en fait d'avoir une reconnaissance des événements qui impactent très fortement les territoires. Alors, jusqu'à maintenant, c'est le seul système à l'échelle internationale qui existe de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale, qui est basé sur un principe intéressant. L'idée, c'est que chacun contribue un tout petit peu à indemniser des personnes qui auraient tout perdu lors d'un événement. Donc, c'est une reconnaissance qui vaut notamment pour des événements qui ont une période de retour supérieure à 10 ans. Donc, il y a certains territoires qui ont été fortement impactés, hein. Aujourd'hui, on est à plus de 30 arrêtés de catastrophes naturelles sur certaines communes en 40 ans. Donc, ça pose évidemment des questions. Par contre, c'est vraiment une vision très spécifique à la France, puisqu'en fait, on va considérer qu'une catastrophe est naturelle ou en tout cas elle est reconnue comme telle lorsqu'on a des dommages importants. Malheureusement, on peut avoir des décès évidemment, mais par contre, c'est vraiment différent. La catastrophe est définie de manière différente par rapport à d'autres pays à l'échelle internationale. On n'a pas du tout les mêmes seuils qui sont mis en place. Mais en tout cas, on caractérise cette catastrophe naturelle par rapport aux impacts et aux dommages que ça peut avoir sur les territoires. Justement, c'est sur cette définition de la CAFNAT avec des événements qui se produisent avec une période de retour supérieure à 10 ans. C'est vrai qu'on peut s'interroger avec les inondations qui sont de plus en plus fréquentes dans le sud de la France. Est-ce que on tend vers une nouvelle redéfinition de cette période de non-retour pour les catastrophes naturelles ou pas? C'est effectivement une variable importante, c'est que on a l'impression d'avoir une augmentation des catastrophes naturelles et qui est avérée dans les chiffres et dans les périodes de retour. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est imputable au dérèglement climatique, qui est le nom utilisé aujourd'hui par le ministère de l'Environnement, ou est-ce que c'est lié à une exposition plus forte? Moi, je pense plutôt que c'est la deuxième variable, parce qu'en fait, on a eu un étalement dans des zones à risque depuis de nombreuses années maintenant, même si, évidemment, le dérèglement climatique se caractérise aujourd'hui par un changement, notamment en termes de répartition des pluies. Pour faire assez court, on sait que le cumul annuel est en train de diminuer, donc on a moins de pluie sur une année. Par contre, les épisodes pluvieux s'intensifient. Donc ça veut dire que, évidemment, des phénomènes de ruissellement ou d'inondation rapide sont un peu plus violents que ce qui apparaissait
il y a une trentaine d'années. Et ça, c'est démontré par différents travaux, hein. Alors, même si, évidemment, la modélisation qui est utilisée, elle reste aussi incertaine, tout simplement parce qu'il faut prendre en compte différentes variables et puis même les territoires évoluent et donc on n'a pas les mêmes réponses aujourd'hui en termes de cours d'eau, en termes d'aménagement. Bah, à ton avis, du coup, sur les PPRI, les plans de prévention du risque, est-ce que toi, en tant qu'expert dans le domaine des risques liés aux catastrophes naturelles, tu penses que c'est un outil efficace actuellement en France ou qui nécessite d'être révisé ou pas? Alors, les plans de prévention du risque, tels qu'ils sont construits aujourd'hui, hein, c'est la loi Barnier de 95, donc ça fait 25 ans que c'est existant et ça apporte évidemment une réponse satisfaisante dans le sens où ça permet de légiférer l'urbanisation et surtout de limiter l'étalement urbain dans des zones qui sont identifiées comme étant à risque. Donc, vraie opportunité et si ces plans sont respectés, c'est très bien. Toutefois, bon, on le sait, hein, sur certains territoires, il y a un peu un assouplissement de la réglementation, une tendance à négocier les règlements, et du coup, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont à risque, qui ne sont pas reconnues comme telles en termes d'aménagement, et donc là, ça pose une vraie question. C'est pas de l'ignorance volontaire ou involontaire, mais c'est surtout qu'il y a une sorte de déni sur le risque et sur l'ampleur des événements qui peuvent survenir. On a compris que du coup la communication et surtout l'alerte à la population était une clé de réussite de la gestion des crises liées aux catastrophes naturelles. Historiquement, l'alerte à la population est quand même assez rattachée à une période de guerre avec notamment lors de la Seconde Guerre mondiale la mise en place des sirènes pour alerter la population face aux bombardements ennemis. Aujourd'hui, le Guy d'Orsay de l'Organisation de secours civils nous donne un cadre, une définition de l'alerte et une doctrine d'application. Ce guide, il le définit l'alerte comme l'alerte des populations qui consiste en la diffusion par les autorités dans une phase d'urgence d'un signal destiné à avertir des individus d'un danger imminent ou qui est en train de produire ses effets et qui est susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d'adopter un comportement réflexe de sauvegarde. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition dans un premier temps? Ces définitions, effectivement, c'est celle qui incombe aux autorités. Donc, le maire, le préfet ou le ministère de l'Intérieur peut activer l'alerte à la population en suivant évidemment cette doctrine. C'est celle qui fait foi d'un point de vue réglementaire. Après, on sait très bien que l'alerte est définie de manière différente pour la population. C'est souvent associé à une notion de danger, mais les consignes qui sont associées à la mise en sécurité ou à la mise en protection ne sont pas forcément connues, même si elles sont rappelées dans différents documents. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage entre la vision des autorités et la vision de la population, ne serait-ce que sur ce mot ou cette notion d'alerte. Et puis aussi, il y a une confusion récurrente entre la vigilance et l'alerte. Alors, la vigilance, c'est une caractérisation d'un événement à venir et ça dépend de services du ministère de l'Environnement, alors même que l'alerte, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, ça, c'est très clair d'un point de vue réglementaire. Pour autant, la presse, par exemple, utilise allègrement les termes d'alerte rouge ou d'alerte orange, que ce soit en cas de pluie ou d'autres événements. Et ça pose question parce que l'alerte n'a pas à avoir de couleur, c'est-à-dire qu'elle est binaire, on déclenche l'alerte ou on ne la déclenche pas. Mais on voit bien ici qu'on est sur une limite finalement de cette définition et de ce cadre. Rouge, on mélange deux ministères, deux responsabilités, deux notions, et ça induit de la confusion auprès de la population. Mais c'est vrai que cette approche de la notion d'alerte qui diverge selon où on se situe dans cette crise-là est très intéressante. Quelles sont, en tant que citoyen, les attentes qu'on peut attendre d'une bonne alerte? Les attentes qu'on peut avoir d'un citoyen sur une bonne alerte, c'est d'être informé d'un événement en cours et d'avoir une indication sur sa localisation ou sur sa cinétique et sur les mesures à prendre. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de différents projets. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a eu les sirènes qui ont été déployées. Alors le ministère de l'Intérieur est en train de réfléchir à la mise en place d'un futur système qui s'appellera FR Alert pour respecter une directive européenne qui a été adoptée en 2018. Et l'intérêt, il est important, hein. On a un vrai changement dans la politique aujourd'hui sur l'alerte à la population, puisque l'idée, c'est de mettre en place un système d'alerte par SMS qui est plébiscité depuis de nombreuses années et qui a été rappelé suite à l'événement de Lubrizol en 2019.
Donc ça, c'est une vraie plus-value. Par contre, il faut encore faire attention et il y a un vrai travail de communication et d'information à faire pour distinguer ce qui est une alerte d'une vigilance. Et le dernier événement en date, c'est le 18 mars 2021, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a eu un message de vigilance jaune qui a été envoyé sur le risque de tsunami. Et le lendemain matin, dans les médias, on a vu le terme d'alerte jaune tsunami sur les côtes méditerranéennes, notamment sur la Côte d'Azur, qui n'était pas une alerte. Donc, on voit bien encore qu'il y a une limite et un travail vraiment à faire pour clarifier ces deux termes. Surtout que l'approche peut-être du décideur face à ses responsabilités, face aussi au risque de la médiatisation qui est de plus en plus forte. Comment on peut allier la perception de l'alerte entre, d'un côté, la responsabilité de l'autorité publique dans le déclenchement d'une alerte à la population et aussi le paramètre psychologique de la population pour pas céder à faire un mouvement de panique ou créer une peur. En fait, il y a les obligations au niveau des autorités qui doivent effectivement alerter la population dans le bon timing, entre guillemets, et pas envoyer des messages une fois que l'événement est déjà bien avancé ou en cours. Et puis, donc ça présuppose évidemment qu'il y ait un travail de fait sur la chaîne de décision, sur la rapidité finalement de la transmission, et puis surtout l'attente de la population, c'est certes d'avoir un premier message d'alerte lorsqu'il y a un événement, mais surtout d'être tenu informé de l'évolution de la situation. Et donc très souvent, on considère que l'alerte à la population, elle se limite au premier message en indiquant la nature de l'événement et les consignes à respecter, et puis on ne fait plus rien. Et en fait, on se rend compte que la population a besoin d'être informée, de savoir quand est-ce que l'événement est en cours, comment il évolue, et surtout, une fois qu'il est terminé, d'avoir un message de fin. Et donc ça, c'est vraiment un défi, c'est que il faut associer l'alerte et l'information sans les dissocier, tout en structurant des messages, et quitte à même à envoyer une information, un message d'alerte avec des incertitudes ou en disant les autorités ont connaissance de tel événement, la situation est pas encore clarifiée à ce jour, mais on vous tient au courant le plus vite possible. Donc, on voit que la transparence, ça peut être une véritable clé de réussite de l'alerte à la population, de la communication entre l'autorité et puis la population. Quels sont les enjeux pour toi et comment on peut améliorer la diffusion de l'alerte à la population? Pour moi, il y a deux enjeux importants. Il y a un, la rapidité et l'adéquation entre l'événement et les consignes. Donc, autrement dit, il y a vraiment une amélioration à avoir sur la structuration des messages, sur l'acceptabilité de cette transparence, qui n'est pas toujours le cas sur les événements. Parfois, on préfère ne pas forcément informer parce qu'on n'a pas toutes les informations à jour. Et puis, le deuxième, c'est en fait, on a un cadre réglementaire qui est très strict, où en gros, l'alerte, c'est la compétence des services du ministère de l'Intérieur. Et je pense que c'est vraiment un cadre réglementaire qui devrait évoluer, notamment alors soit en assouplissant le cadre réglementaire ou alors en donnant la possibilité à d'autres acteurs d'activer cette alerte. Je pense notamment à des exploitants industriels ou à des directeurs d'établissements recevant du public, ce qu'on appelle les ERP, voire même à des services du ministère de l'Environnement. Encore faut-il que ces services acceptent et assument cette responsabilité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Quel est ton regard par rapport à cette communication de crise qu'on vit actuellement, qui nous concerne tous, de la crise sanitaire de la COVID-19? Il y a peut-être, alors il y aurait plein de choses à dire sur les éléments de langage et sur les incertitudes, la gestion même des incertitudes. À titre personnel, moi, il y a éventuellement deux regrets. C'est un, la place qui est donnée aux connaissances scientifiques et à toutes les incertitudes. L'évolution, elle était très inconnue il y a un an. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'indicateurs et d'informations. Par contre, l'évolution reste incertaine et ça, il y a un vrai travail à faire sur cette question-là. Après, le deuxième, c'est vraiment l'absence de changement dans la manière de réfléchir. En gros, c'est on fait confiance aux données qu'on a, on fait confiance à des experts scientifiques, mais on considère que le message qu'on va donner va être compris et accepté par l'ensemble de la population, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, il faudra intégrer les besoins de la population en amont, tout en définissant un peu le cadre général, même si je garde quand même un certain optimisme, à savoir qu'on va bien finir par sortir de cette situation qui devient très pénible sur le long terme, certes, mais il faut garder, évidemment, il faut se projeter dans un avenir plus, je veux dire, plus rassurant.
Et comment, du coup, la recherche peut avoir un véritable intérêt, du coup, pour avoir une approche différente et puis montrer aux autorités publiques que l'approche de la communication en gestion de crise est vraiment une clé importante. Pour moi, il faut changer un peu la façon d'aborder l'alerte, ne pas rester contraint par le cadre réglementaire, faire confiance également à ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est d'ailleurs lors de la première période de confinement, on a vu un certain nombre de solutions innovantes qui apparaissaient tous les jours et ça montre vraiment que la population est capable de s'auto-organiser ou d'innover. On a aussi un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question de l'alerte et qui sont rattachés à différents groupes de travail. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, les questionnements sont communs, que ce soit un risque industriel, que ce soit le risque enlèvement, que ce soit le risque sanitaire. On a des questions qui sont transversales. La communication fait partie de ces questionnements, la manière d'informer un public, la manière de considérer les besoins de la population dans ce qui existe déjà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis aujourd'hui, on a aussi une connaissance à peu près des outils et à la fois des avantages et des limites de ces outils-là. Si je prends l'exemple sur les applications smartphone, on sait qu'en France, on a un peu une certaine, je vais dire, réticence aux applications, qui est un peu une particularité. Alors, il y a à la fois un héritage culturel, je pense qu'il y a aussi une clarification à faire sur la protection des données, qui est souvent mise en avant comme un point qui explique l'absence de téléchargement d'une application. On sait que les applications smartphone, ça met du temps à être apprécié, à être compris. Et puis, je rappellerai que même le ministère de l'Intérieur a fait face à un échec sur l'application SAIP qui a été créée en 2016. Cette application-là a été abandonnée en 2018. Alors, pour des problèmes opérationnels, mais aussi pour des problèmes d'appréciation et de réceptabilité de la part des individus. Donc ça, il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait une explication de l'utilité de l'outil tout en considérant les besoins des individus ou leurs craintes, sans se dire que ce qu'on va développer est innovant d'un point de vue technologique. Il faut aussi vérifier l'aspect humain, l'aspect organisationnel, l'aspect opérationnel. Et du coup, Johnny, une question sur le projet Cap Alert où tu évoques notamment, tu t'es interrogé sur la problématique des bonnes pratiques en matière d'alerte à la population. Qu'est-ce qui, pour toi, ce projet a pu évoquer et qu'est-ce qui peut être mis dans les bonnes pratiques sur le territoire français pour améliorer l'approche de l'alerte à la population en France? L'idée de ce projet, c'est vraiment de recenser les besoins à la fois des autorités, mais également de la population, et puis de tester la réceptabilité de différents outils d'alerte en conditions réelles. On vient de finir une première expérimentation qui a eu lieu en janvier, mais on vient de finir les traitements. On a mis d'ailleurs une vidéo en ligne pour expliquer les enjeux et pour montrer les premiers résultats. Ce que je retiens de cette expérimentation, il y en a d'autres qui vont arriver, mais ce que je retiens de celle-ci en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un besoin de structurer le message d'alerte avec la nature de l'événement, la localisation, en utilisant des termes qui soient suffisamment compréhensibles pour tout le monde, notamment si on se projette sur des... Bon, l'idée, c'est de travailler à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc, en fait, s'il faut alerter la population ou le public qui participe aux Jeux Olympiques, et il faut prendre en compte un certain nombre de considérations, notamment l'absence de connaissance des lieux de rassemblement ou des points d'évacuation. Donc ça, il faut vraiment faire attention dans la structuration des messages à la nature de l'information spatiale identifiée. Et puis la deuxième, c'est que en fait, on voit globalement que les outils sont bien compris et appréciés par le grand public. Par contre, il y a un vrai travail aussi à faire sur le contenu même du message et la formulation. Typiquement, si on l'a testé, si on met le mot intrusion, tout de suite, il y a un peu, pour une part de la population, un certain ressenti négatif, même une peur. Donc, il faut faire attention aux mots qui sont utilisés et utilisables dans ces solutions. Troisième point, qui n'est pas anodin, c'est qu'on a fait des expérimentations auprès d'un public non habitué, ou on pourrait dire non acculturé, même si j'aime pas forcément le terme. Et en fait, la plupart des outils d'alerte qui ont été testés ont été bien appréciés et bien perçus. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Il faut faire confiance à la population aussi, qui peut comprendre et s'auto-organiser de façon autonome, voire même collective, puisqu'on a certains leaders ou certaines personnes qui sont apparues comme étant des
des potentiels meneurs sur un exercice. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'on se rend compte que la capacité d'action des citoyens et puis notamment leurs compétences est forte et représente inévitablement le plus gros maillage et puis la plus grosse approche de secours et d'intervention très rapide, plus rapide que les secours conventionnels qu'on connaît. Dans le cadre de ton projet ANR, tu parles de multicanalité. Comment tu arrives toi, à designer ces différentes approches, les différents moyens de communication et comment l'ensemble de ces sciences-là dans les recherches, on peut parler des aspects psychologiques, géographiques et d'autres matières pour impulser l'alerte à la population et ton projet ANR. L'originalité du projet, c'est qu'effectivement, on travaille avec différentes disciplines. Donc, on travaille avec des psychologues, on travaille avec des informaticiens et puis des géographes. Donc, il y a une vraie plus-value là-dessus, en sachant qu'aussi, dans le projet, il y a des prestataires privés donc, qui développent des solutions d'alerte multicanal. Et l'idée, c'est vraiment d'être à l'interface entre ces différents milieux-là. Après, sur la logique multicanal, c'est justement l'objectif des expérimentations, c'est tester différents outils et puis après on va tester l'envoi de messages via ces différents outils en même temps parce que c'est une vraie plus-value, même si effectivement si je reçois un message SMS sur mon téléphone, si j'entends les sirènes, si je vois un message radio, si je suis en voiture par exemple, ça peut faire beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la plus-value de ce projet-là, en sachant qu'on accompagne aussi les autorités à l'échelle nationale qui sont en charge du déploiement de la plateforme FR Alert. Et on est vraiment, on essaie de discuter et surtout de faire partager nos expériences et nos résultats scientifiques pour que ça puisse faire avancer la partie opérationnelle finalement de cette plateforme. Donc ça, c'est vraiment très riche. Et puis en fait, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui existent, qui ont rarement été testées auprès de la population. Et donc ça montre bien qu'il y a une innovation technique qui est vraiment la force de certains prestataires en France, hein, qui vendent même des solutions d'alerte depuis une vingtaine d'années dans d'autres pays et qui ne sont pas en place en France. Donc il y a vraiment une nécessité maintenant de tester, d'intégrer toutes ces solutions techniques dans une même plateforme, mais surtout ensuite de vraiment tester et montrer l'existence de ces différents canaux auprès de la population. Et du coup, comment dans cette alerte à la population, tu as pu échanger, construire cette idée, cette construction conceptuelle sur cette alerte, sur cette communication avec les différents acteurs? Tu as pu évoquer les autorités à l'échelle nationale. Comment concrètement tu arrives à dialoguer, à faire évoluer cette idée? Et puis, si tu peux aussi nous expliquer quels sont les éléments qui font concrètement qu'un décideur va dire ça y est, on y est, on doit déclencher l'alerte à la population, c'est maintenant. Sur la première question, en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des exercices avec des préfectures. Ensuite, on a essayé de voir l'audibilité des sirènes dans certaines communes. On a travaillé avec des individus en faisant des différents protocoles expérimentaux. On a ensuite rencontré des préfets. Ensuite, maintenant, on travaille avec les autorités à l'échelle nationale. Donc, en fait, pour la réponse à la première question, c'est que ça prend du temps et il faut se donner du temps pour réfléchir, pour aller rencontrer les différentes parties prenantes. Et du coup, il faut… en tout cas, c'est la force de ce projet-là, c'est que ça résulte de plein d'expérimentations, de plein de rencontres qu'on a eues avant. Et l'idée, c'est que ce projet-là, c'est vraiment une brique qui apporte de nouvelles connaissances, mais on ne va pas s'arrêter là, évidemment, parce que on est très intéressé par cette thématique, mais surtout, c'est que le temps qu'on a consacré à toutes ces expérimentations, ça nous permet aujourd'hui d'avoir peut-être une certaine reconnaissance ou des compétences sur cette question-là. Et du coup, il y a une vraie ouverture sur ces questionnements. Et puis, d'ailleurs, on participe à différents groupes de recherche, que ce soit sur la question des risques industriels, sur la partie alerte enlèvement, puisque aussi, il y a le terme d'alerte et tout de suite, c'est le ministère de la Justice. Donc, on voit qu'il y a des logiques qui incombent à différents ministères. Donc, ça, c'est une vraie force aujourd'hui, je pense, de nos recherches. Cette question de la prise de décision, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut développer le plus bel outil du monde. S'il y a des hésitations au moment de la prise de décision,
ça peut rallonger le processus et puis on perd du temps pour la mise en protection de la population. Donc cette question de la prise de décision, et d'ailleurs qui se pose aussi à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que même si je reçois un message, est-ce que je réagis tout de suite maintenant ou est-ce que j'ai un délai de compréhension, d'appréhension, etc. Donc tout ça, ça fait aussi partie des questionnements sur lesquels on travaille actuellement et on n'a pas fini parce que c'est vraiment l'enjeu. Il y a à la fois la compréhension du message par les individus, mais aussi la compréhension des facteurs qui jouent sur la prise de décision. À titre d'exemple, il y a à la fois, aujourd'hui, on questionne les apports de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il serait possible finalement de convertir un message envoyé à tout le monde et de convertir ce message en fonction des besoins des individus? Donc ça, c'est des projets qui sont notamment réfléchis depuis 2 ans en Belgique. Donc ça montre l'intérêt. Mais il y a pas que ça, il y a toute la partie aussi réalité virtuelle qui est utilisée pour faire des tests, faire des exercices avec différents décideurs. Et l'intérêt, c'est d'identifier à partir de quel moment ils prennent une décision. Si je prends un exemple très concret qui va peut-être parler aux auditeurs, il y a 2 ans, il y a eu une chute de débris, entre guillemets, une petite coulée lors du Tour de France qui a nécessité l'arrêt de la course. Et en fait, on a discuté avec les différentes parties prenantes et notamment les décideurs. Et là, c'est l'organisateur de la course qui doit prendre une décision. Et en fait, la décision, elle n'était pas si claire que ça. Au début, il y a un peu de surprise, quoi. Il y a un événement, mais bon, c'est pas grave, on va pas arrêter la course. Et en fait, le facteur qui a déclenché la décision, c'est que la photo de l'événement a été envoyée. Donc, c'est une photo qui a été diffusée par message, SMS. Et en fait, quand le décideur a vu l'image, il a tout de suite pris la décision d'arrêter la course. Et donc, c'est vraiment une chose intéressante, c'est que lorsqu'on est au courant d'un événement, on a besoin d'un temps de compréhension, d'information. Et dès qu'on identifie la nature de l'événement et qu'on voit l'ampleur du phénomène, ça peut guider et inciter à une prise de décision rapide. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. C'est vrai qu'on a revu peut-être pour certains citoyens et nos auditeurs la construction de cette réponse à la crise avec un binômage entre essentiellement les préfets et les maires qui a pu être plus ou moins compliqué, mais face à une crise asymptotique très rapide, comme une catastrophe naturelle où on peut avoir des crues mettre à mal la population en très peu de temps. Très concrètement, c'est qui appuie? C'est le préfet, le maire? Le maire a la compétence, comme le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que selon la menace, selon les délais, c'est pas les mêmes entités qui peuvent agir. Typiquement, en cas de risque industriel, c'est le préfet qui va autoriser l'activation des outils d'alerte, même si le maire aurait la compétence. Et après, sur les délais, aujourd'hui, on est aussi en train de réfléchir et de proposer des scénarios automatisés où il y aurait ni le préfet ni le maire. Bon, il y a quand même une autorité qui serait censée activer l'envoi de l'alerte, mais sur des scénarios qui sont ultra rapides. Alors, il y a ces crues rapides qui peuvent apparaître entre 15 minutes et 6 heures. Donc là, il y a un délai un peu plus long, notamment pour certaines crues qui peuvent apparaître en plusieurs heures. Mais typiquement, sur le risque de tsunami aujourd'hui en Méditerranée, il y a 2 scénarios. Et pour l'un d'eux, si c'est un séisme local en Ligurie, en Italie, l'événement arriverait entre 3 et 5 minutes. Ce qui, là, du coup, rend impossible la prise de décision ou l'intervention d'une décision humaine dans cette activation de l'alerte. Et donc là, typiquement, on sait qu'il faudrait avoir un scénario automatisé avec des messages préformatés qui partiraient très, très vite pour une mise en sécurité de la population. Après, ce risque de tsunami, pour quand même tempérer les choses, le tsunami arriverait vite avec des hauteurs de 1 à 3 mètres. Donc, ce n'est pas des phénomènes qui sont aussi importants que ce qui a eu lieu, par exemple, en 2004 à Banda Aceh, où là, la hauteur de la submersion, c'est 31 mètres. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît. Pour autant, il faut vraiment essayer d'imaginer des scénarios préformatés ou automatisés. Il y a les outils disponibles aujourd'hui qui existent. Donc, mais par contre, il faut qu'il y ait une acceptation de ce déclenchement automatique pour certains événements. On le sait, et là, ça va être pour finir du coup, que l'anticipation permet de bien agir demain face à une crise. Dans des événements qui vont arriver très rapidement en France, comme les JO 2024, tu as pu le rappeler tout à l'heure, quel est, selon toi, le système optimal d'alerte à la population pour être prêt et au rendez-vous
de ces enjeux sécuritaires de demain? Je ne sais pas si, il n'y a pas un outil, en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a plusieurs outils qui, par contre, doivent être mutualisés sur une même plateforme avec une logique interministérielle, par exemple, où différentes autorités ont accès à cette plateforme en temps réel et rapidement. Et donc, l'idée, après, c'est vraiment d'utiliser une plateforme multicanale, d'envoyer un message d'alerte si la situation nécessite sur plein de canaux différents, ce qui est d'ailleurs fait dans différents pays. Et par contre, à l'échelle des horizons, à l'horizon des Jeux Olympiques de 2024, il ne faut pas non plus oublier le multiculturalisme. Envoyer un message français à une population internationale, ce ne sera pas compris par l'ensemble de la population. Il y a d'autres questions également sur les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on peut les alerter, les informer, puisqu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques. Donc évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait une menace ou un danger qui apparaisse lors des Jeux olympiques, mais il faut être prêt, il faut imaginer tous ces scénarios. Et donc, comme tu viens de le rappeler, l'anticipation, c'est la gestion de demain. Là-dessus, on essaie d'imaginer différents scénarios pour essayer d'anticiper, même si le principe de la crise, c'est que souvent, c'est des situations qui n'ont pas forcément été imaginées ou anticipées. En tout cas, les interactions entre différents faits n'ont pas été forcément anticipées. Donc, en tout cas, on le sait et on essaie de guider la préparation du mieux possible sur ces questions-là. C'est sur ces propos que nous terminerons notre podcast de la chaire de gestion de crise au Wedgie. Merci à toi, Johnny, d'être venu. Merci à toi, merci aux auditeurs et bon courage vu la situation actuelle. Merci à tous d'avoir écouté Wedgie, le podcast de la chaire de gestion de crise et entièrement dédié aux questions de gestion de crise. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Wedgie.